Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube French Legion. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, French Legion est une équipe d'overclocking extrême. Notre objectif via cette chaîne est de vous montrer comment se comportent les composants quand on les overclock, comment on les overclock, et également des vidéos sur des sessions d'overclocking et des événements. N'hésitez vraiment pas à nous faire un retour sur ce que vous avez aimé ou non, comme ça on pourra améliorer le contenu par la suite, et pourquoi pas aussi sur ce que vous voudriez voir concernant l'overclocking. Pour cette première vidéo, je vais vous parler du Ryzen 3 2200G. Donc ce processeur fait partie de la famille Raven Ridge, qui a pour la particularité d'embarquer à la fois des corps Ryzen et Vega pour fournir une solution graphique performante. Le 2200G possède 4 cœurs Ryzen à 3,5 GHz sans SMT, ainsi que 8 corps Vega cadencés à 1100 MHz. Il y a pas mal de choses à voir sur ce processeur, donc autant commencer rapidement. On va commencer par regarder comment se comportent les corps Ryzen en R. J'ai fait le premier run de Cinebench avec le BIOS de la Crosshair complètement par défaut pour voir quelle fréquence prend le processeur en boost et son V-Core en charge. Le processeur booste à 3600 MHz pour un vol 35 avec une température de 57 degrés pour 93 watts. Pensez à prendre en compte que la consommation représente la configuration complète et pas juste le processeur. Pour le deuxième run, je cherche jusqu'à quelle fréquence ce processeur peut monter sans augmenter le V-Core. Pour un vol 35, ce processeur peut monter jusqu'à 3875 MHz, soit 275 MHz supplémentaires pour à peine 2 degrés et 1 watt de plus. On peut voir que monter la fréquence du processeur n'augmente pas beaucoup sa consommation, c'est surtout lorsque l'on va monter les voltages que l'impact sur la consommation et la chauffe vont se faire sentir. La fréquence maximale atteinte en R est de 3925 MHz pour un vol 45. A ce stade, on peut voir que la consommation a augmenté, même si cela reste raisonnable, 67 degrés pour 107 watts. Au-delà de ce voltage, le processeur ne prend plus de fréquence bien que la consommation elle augmente. Si vous voulez voir les screenshots des scores ainsi que les valeurs intermédiaires dont je ne vous parle pas maintenant, vous pouvez télécharger l'archive dans les commentaires. Maintenant, voyons voir si on peut faire mieux avec du water cooling. Même méthode qu'avant, je fais le premier run avec le BIOS complètement par défaut. Déjà une grosse surprise, le processeur réagit au gain de température en boostant la fréquence de 40 MHz pour 4 degrés gagnés. Je n'aurais jamais cru que le XFR serait actif sur un petit CPU comme celui-là, alors qu'il n'est pas actif sur les Ryzen 5 2600 et Ryzen 7 2700. Toujours à un vol 35 avec 5 degrés de moins, le processeur prend la même fréquence qu'en R, soit 3875 MHz, malgré la température plus basse. La fréquence maximale atteinte avec le water cooling est de 3950 MHz, soit 25 MHz de plus qu'en R avec 5 degrés de moins et toujours 1,45 V au corps. Au-delà, le voltage n'aide pas et fait même perdre de la fréquence à partir de 1.6 V. Il nous reste encore une petite chose à tester, c'est le delete du processeur. AMD n'a pas toujours soudé les petits processeurs et c'est le cas avec les Raven Ridge. Je veux voir si on peut gagner un peu une fois la patch changée entre le die et l'IHS. Si jamais vous voulez delete votre Raven, comprenez bien qu'il y a juste derrière le silicone des rangées de condensateurs CMS. Prenez bien votre temps et n'enfoncez pas la lame trop loin, sinon vous risquez de faire sauter ces CMS. Le processeur peut survivre s'il en manque un ou deux et qu'il n'y a pas de court-circuit, mais ça peut aussi jouer sur la stabilité des voltages dans le processeur. Après le delete, la température est de 52 degrés, soit 1 degré de moins avec 2 degrés de température ambiante en plus. Par contre, le CPU ne booste plus à 3640 MHz. La température est plus basse, la consommation également, le delete a dû provoquer un changement sur le CPU que je ne peux pas voir. Le boost du XFR est géré par le SoundSemi, qui est un ensemble de sondes dans le processeur qui contrôle la chauffe et la consommation en temps réel. Certaines sondes ont peut-être été altérées par le delete, je me suis demandé si j'ai pas gratté le PCB ou des CMS avec ma lame sans m'en rendre compte, mais il n'y a aucune trace de raté, c'est plutôt bizarre. À un vol 35 en manuel, le CPU ne monte toujours pas au-dessus de 3875, mais au moins il a l'air de fonctionner correctement.
La fréquence maximale ne change pas non plus, 3950 MHz à 1,45 V. Au final, le délite n'a aucun impact sur la prise de fréquence, mais les températures ne changent pas vraiment non plus. Si on prend en compte la température ambiante, il y a un gain de 3 degrés et 3 watts à fréquence maximale. La pâte thermique d'AMD est en soi très bonne, vu le peu de différence avec la Kingpin Extreme. Côté CPU, autant ne pas délite. Voyons voir maintenant comment se comporte l'IGP. Ok, là il faudra rester concentré pour bien comprendre tout ce chantier. A première vue, le graphique paraît logique et je vous assure que c'est bien le cas. Il m'aura fallu une grosse semaine de tests pour comprendre comment fonctionne cette IGP vu le nombre d'aberrations que j'ai relevées. Une chose est sûre, c'est que chacun des tests a été fait de nombreuses fois et que les valeurs restent les mêmes à chaque run. Avec le BIOS par défaut, l'IGP est à 1100 MHz pour 1,06 V avec 53 degrés pour 69 watts, donc pas de boost pour la partie graphique. En restant à 1,06 V, il a été possible de monter la fréquence jusqu'à 1260 MHz. Par contre, la température baisse de 4 degrés alors que la consommation augmente de 5 watts. Il est possible que la carte mère fasse des ajustements sur d'autres voltages en fonction de la fréquence graphique, donc jusque là je m'inquiète pas trop. Entre 1280 et 1480 MHz, l'IGP provoque des freezes de Windows au bout de quelques secondes, peu importe le voltage. On se heurte donc à ce qu'on appelle une dead zone, donc une plage de fréquence sur laquelle on ne peut pas utiliser l'IGP. Il faut donc passer directement à 1500 MHz pour que ça se restabilise. La fréquence maximale obtenue en air est de 1575 MHz à 1,25 V avec 52 degrés pour 97 watts. La température est toujours plus basse que par défaut, alors que la consommation, elle, a bien augmenté. On peut voir que la température la plus basse est à 1.15 V, donc en plein milieu du graphique. En soi, la courbe de consommation est linéaire, donc pour moi c'est la sonde de température de l'IGP qui est complètement dans les choux. Allez, maintenant on va voir ce que ça donne avec le water cooling. Le premier run par défaut est toujours à 1100 MHz, mais la température est plus basse de 8 degrés et la consommation de 2 watts. Si la sonde fonctionne correctement sans réglage manuel, c'est un bon gain de température. Même avec le water cooling, l'IGP n'arrive pas à dépasser la dead zone avec 1,06 V, et donc s'arrête à 1260 MHz. On peut toujours observer le même phénomène entre la consommation et la température. La fréquence maximale reste 1575 MHz à 1,25 V. On retrouve bien la température la plus basse à 1.15 V et une nouvelle surprise apparaît, un énorme pic de consommation à 1,3 V. Pour information, je mesure la consommation de la config à la prise secteur, donc ce n'est pas une erreur de lecture logicielle. La seule raison que je peux donner pour ce pic, c'est que le BIOS a fait n'importe quoi sur certains voltages que je ne surveille pas quand je règle 1,3 V à l'IGP. Après le delete avec le BIOS par défaut, la température semble avoir baissé d'au moins 6 degrés, mais la consommation a augmenté. Encore une fois, le processeur réagit différemment après le delete. En manuel avec 1,06 V, aucune différence, le processeur ne passe pas la dead zone. La fréquence maximale reste la même, 1575 MHz à 1,25 V. Pas de réel gain sur la température, par contre plus de pic de consommation à 1,3 V. Le delete semble changer le comportement du CPU, mais n'apporte rien à la fréquence ni pour le CPU ni pour l'IGP. Autant pour les corps Ryzen que Vega, il ne semble pas non plus indispensable d'avoir un water cooling pour obtenir de bonnes fréquences. Allez, pour finir, je vais vous montrer ce qu'on peut tirer avec le 2200G quand on le pousse vraiment. Pour être honnête, le fait d'avoir delete le processeur pour les tests m'a vraiment compliqué la tâche sous Adobe. Le godet qui pèse plus de 3 kg faisait constamment pencher l'IHS et du coup le contact entre le die et l'IHS n'était jamais bon. Après plusieurs montages ratés, j'ai décidé de poser directement le godet sur le die. Les températures et les fréquences ont été de suite meilleures. Par contre, sans IHS, la pâte thermique n'arrêtait pas de craquer. Quand le processeur est en charge, il chauffe et la pâte thermique également. Par contre, dès qu'il s'arrête, la température chute d'un seul coup et la pâte se décolle du die. Quand la pâte craque, le die n'est plus du tout refroidi. J'ai donc dû arrêter ma session à chaque fois pour réchauffer le godet et sécher la carte mère avant de reprendre. Pour arriver à ne pas trop craquer, je benchais aux alentours de moins 150 degrés. Pour ce qui est des scores, quand on utilise ce processeur en 3D, il ne faut pas overclocker les corps au-delà de 4 GHz, sinon on perd des points. Je pense que le processeur réagit comme les derniers APU en FM2+, quand il est en 3D avec une fréquence trop haute, il aussi entre une fréquence basse et la fréquence qu'on demande super vite et constamment, d'où la perte de score. Pour ce qui est de l'IGP, j'ai pu atteindre 2 GHz avec 1.45 V. A ce jour, je pense que c'est le premier GPU AMD qui passe la barre des 2000 MHz. J'ai réussi à faire un meilleur score par la suite en restant à 1950 MHz avec une fréquence RAM plus élevée, soit 3534 MHz en C12. L'IGP n'a pas de mémoire dédiée et utilise directement la RAM du système. Avoir une mémoire rapide est ce qui vous fera gagner le plus de performance en 3D. Je vous parlerai de tout ça plus en détail dans un guide d'overclocking dédié à ces processeurs qui va sortir prochainement sur notre site. J'espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez liker et partager la vidéo, sinon vous pouvez toujours nous dire pourquoi en commentaire.
Nous travaillons sur un nouveau site qui contiendra des guides d'overclocking très complets pour que vous puissiez tous avoir des infos fiables et overclocker votre PC sans risque. Si ça vous intéresse, suivez-nous sur Facebook pour voir les dernières news concernant l'équipe et nos projets. Sur ce, merci d'avoir regardé et on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo.